Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où cette semaine, on va parler d'un investissement particulier. Certains vont le considérer comme un investissement exotique, d'autres comme un investissement passion, d'autres comme tout simplement un investissement diversifié, mais c'est une thématique que je n'ai pas encore abordée sur le podcast et qui m'intéresse énormément. Je parle d'investissement dans le vin. En tant que bon français, je pense que beaucoup de monde pourrait s'intéresser à ça. Alors, on parle, je le répète, d'un investissement qui est un petit peu à part, c'est pas un investissement classique comme de la bourse ou de l'immobilier, mais je pense que ça peut vraiment intéresser plus d'un si vous êtes des amateurs de vin ou si vous aimez simplement boire du vin. Personnellement, ce n'est pas mon cas, je suis pas un très grand amateur de vin, mais c'est le côté investissement que je trouve intéressant et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité interviewer Daniel, donc Daniel Immacolato du site internet Cavissima. Et voilà, il va tout nous dire sur l'investissement dans le vin, pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut regarder pour investir dans le vin, sur quel horizon de temps, quels sont les risques, les rendements espérés. On va vraiment décrypter cet investissement un peu particulier. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que ceux qui restent jusqu'à la fin auront un petit code promo que Cavissima m'a proposé. Alors ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est vraiment pour vous, pour les auditeurs, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, mais ce n'est pas un partenariat rémunéré. Voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Daniel, comment tu vas ? Bonjour Thomas, ça va bien, ça va très bien et toi ? Super. Écoute, très content de t'accueillir sur le podcast. On va aujourd'hui aborder une thématique que je n'ai jamais abordée et que je pense va beaucoup intéresser mes auditeurs parce que on parle d'investissement plaisir. Je propose d'abord que tu te présentes, tu nous dises un petit peu rapidement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à l'investissement dans le vin avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais te dire ça de manière très très synthétique parce que j'ai les cheveux blancs, donc ça pourrait être très long, ouais. Donc non, en deux mots, je suis dans le secteur du vin, je suis tombé dedans depuis très très longtemps, donc depuis 95, tu vois, donc ça commence à dater. Et j'ai travaillé dans le secteur dans différentes régions pendant très longtemps pour le groupe LVMH, c'est la partie vin de ce groupe-là, en France, à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, mais j'avais en charge des vignobles un peu dans tout le Nouveau Monde pour ce groupe. Et puis je suis revenu en France, j'ai travaillé en Vallée du Rhône, en Bourgogne et pas mal d'années à Bordeaux à diriger des négoces bordelais. Et je suis venu à ce secteur, par hasard et par plaisir. Après, une fois qu'on est rentré, c'est difficile d'en sortir. De ressortir avec je dirais l'aspect professionnel et plaisir en même temps. Et je dirais l'investissement dans le vin, donc via Cavissima, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai pris la suite de quelqu'un qui a créé cette structure il y a très longtemps. Et l'investissement dans le vin, je dirais ça. C'est quelque chose de naturel en fait. Quand on s'occupe de très grands vins, il y a quelques vins qui sortent du lot et qui ont une dynamique, je dirais, à la fois de consommation classique et une version, une dynamique d'investissement. Donc voilà, c'est venu naturellement et c'est assez fascinant comme univers. Ouais, et puis c'est pas courant. Enfin, je veux dire, quand on parle d'investissement, c'est pas forcément le premier type d'investissement auquel on pense, à part quand on est un vrai grand amateur ou qu'on a de la famille qui est déjà investie. C'est vrai que c'est pas forcément le premier investissement dont j'ai entendu parler, même si je sais que ça peut être que ça se fait depuis longtemps et que ça peut être super intéressant à la fois pour mixer le côté passion et investissement et puis même pour le rendement que ça peut procurer, quoi. Exactement. En fait, pendant très très longtemps, tu vois, le vin, et c'est toujours le cas d'ailleurs, le vin était vraiment, je dirais, le domaine de grands amateurs, de collectionneurs, tu vois, et avec des échanges entre collectionneurs, je dirais. Et puis au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé, je dirais, et c'est notamment les anglo-saxons qui sont
venus là-dedans les Anglais qui sont toujours un petit peu en avance là-dessus, et en professionnalisant les échanges. Et en fait, rapidement, c'est devenu. Alors, on parle vraiment d'une toute petite catégorie de vins. On parle des très très grands vins qui ont cette caractéristique de vin d'investissement. Et petit à petit, oui, effectivement, il y a cette dynamique qui s'est mise en place naturellement. Mais ça fait, je dirais, ça fait 20 ans que c'est organisé, mais ça fait. Les échanges sont là depuis toujours, je dirais. Hein, les grandes bouteilles s'échangent et prennent de la valeur dans le temps. C'est juste évident, quoi. Et là, ça fait combien de temps que tu as senti un petit engouement, on va dire, des particuliers qui s'y intéressent? Alors, pour te dire, quand tu es dans le secteur, c'était quelque chose de très installé dans pas mal de pays, et notamment de l'autre côté de la Manche. Et je dirais, en France, c'était latent, mais pas forcément très 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 présent. Tu vois, ça restait plus cet univers de collectionneur. Mais je dirais, oui, ça fait une bonne dizaine d'années que les choses se sont accélérées, que le temps est en train de se rattraper. Alors c'était paradoxal parce qu'on fait partie des producteurs, ceux qui mettent en marché ces très grands vins, une bonne partie d'entre eux. Et en fait, c'est les échanges, le côté un peu plus spéculatif, hein, même si le mot est pas toujours bien compris dans le secteur, mais le côté un peu plus spéculatif est arrivé, avait lieu ailleurs, et c'est revenu un petit peu en France au niveau je dirais des amateurs classiques, des privés, je dirais, de tout un chacun, depuis effectivement moins de temps, enfin plus récemment. En tout cas, c'est devenu un réflexe plus récemment. Ça a bougé dans le temps, on va dire. Du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc l'investissement dans le vin, est-ce que tu peux nous expliquer, alors c'est une question très basique, hein, mais vraiment pour poser les bases, tu vois, de l'épisode, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, de manière générale, un vin, il va prendre de la valeur, ou il peut prendre de la valeur? Alors effectivement, alors je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est multifactoriel, mais c'est assez simple à comprendre. Alors déjà, on parle pas d'un vin en particulier, on parle de manière générale. Il y a certains vins qui prendront jamais de valeur, tu vois. Donc on parle vraiment d'une micro-catégorie de vins ultra qualitatifs. Ouais, on parle pas des vins de supermarché, par exemple. Exactement. Ça colle pas. Sinon, ce serait trop facile. Je conseille à personne de les garder pour les valoriser, ça n'a aucun sens. Non, en fait, sur ces grands vins, en fait, t'as plusieurs facteurs. C'est des vins déjà qui viennent de propriétés qui sont très connus, qui ont une notoriété très très forte, hein, un historique sur de nombreuses décennies. Donc voilà, il y a cet historique, il y a eu cette notoriété forte, je dirais une qualité, une régularité dans la qualité qui est reconnue par je dirais les grands dégustateurs, les amateurs évidemment, voilà tous ces journalistes qui mettent des notes à ces grands vins, etc., etc. Et après il y a une double dynamique. En fait, c'est des vins qui sont mis en marché et qui vont être achetés pour être consommés, donc par des amateurs qui vont les mettre en cave et attendre le moment opportun. D'autres vont être stockés et vont faire l'objet d'échanges. Et en fait, le vin, en fait, il y a cette dynamique ils vont se retrouver en stock, disponibles, ils peuvent s'échanger assez facilement. Et en même temps, petit à petit, plus on va s'approcher de l'apogée, c'est-à-dire du moment où le vin est à je dirais, approche de son maximum en termes de qualité, au maximum, ou en tout cas commence à atteindre la zone, le moment où ça devient pertinent d'ouvrir des bouteilles. Au fur et à mesure, le stock disponible mécaniquement se diminue parce que plus on ouvre de bouteilles, moins il y a de stock. C'est facile à comprendre. Donc, je dirais un grand millésime, au bout de quelques années, quand on commence à s'approcher de la période d'apogée, les échanges s'accélèrent et les gens qui adorent ce vin se battent pour avoir accès à ces vins-là, et donc les prix montent. Donc voilà, il y a une dynamique, je dirais, purement spéculative liée à la disponibilité des vins, je dirais, avant même qu'ils soient consommés. Et après, il y a une deuxième phase un peu d'accélération quand on s'approche de l'apogée. Donc, d'accord. Et ça, l'apogée, on le sait au moment de l'achat? Oui, alors c'est pas une date fixe, c'est une période à partir du moment disons, il faut attendre un certain nombre d'années avant que le vin commence à être dans des conditions un peu plus optimum. Donc ce serait dommage de l'ouvrir avant.
Donc et ça les amateurs le savent, se Mais en renseignent. général, qui communique auprès de ce délai entre le moment où tu achètes et le moment où il est à son apogée de dégustation? Comment on le sait? Est-ce que c'est vraiment à la culture ou est-ce que la personne qui le vend ou est-ce que enfin comment on Non, sait ça? il y a un aspect de culture. Tu retrouves ça dans tous les magazines de vin, tu vois. Tu vois, pour te donner des exemples, des grands, on parle de grands vins bourguignons ou bordelais par exemple, ou d'autres régions françaises ou quelques grands rhônes, etc. Ce sont des vins qui vont commencer à s'ouvrir, à être dans des conditions optimales au bout d'une dizaine d'années, de 8-10 ans minimum, tu vois, commencer à s'en approcher. Et après, là, on est sur une phase ascendante pendant des fois très 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 longtemps. Donc je dirais, tu vois, allez, on va dire les 7-8 premières années, le vin peut être conservé, peut s'échanger, mais sur ces grands vins, ça aurait assez peu de sens d'ouvrir les bouteilles. Donc voilà, ça les amateurs le savent bien. Et puis si par hasard une bouteille est ouverte trop tôt, ben elle sera pas forcément au niveau attendu, tu vois. Donc ça fait partie de l'apprentissage et du côté magique en fait de la dégustation et de l'accès à ces grandes bouteilles, quoi. D'accord. Mais ça veut dire que quand on achète une bouteille un peu pour le côté investissement, imaginons investissement, vraiment on parle pas de dégustation, ça veut dire que quand on va l'acheter à un instant T, enfin on achète par exemple aujourd'hui la cuvée de l'année dernière, ça veut dire que dans 8-10 ans, alors évidemment suivant le vin, on est quasiment assuré que la bouteille prenne de la valeur parce que justement il y a ce délai de maturation. Alors je sais pas si c'est le terme exact, hein, je suis désolé si je prends les mauvais termes, mais Non, c'est très bien. c'est le délai de pour que le vin mûrisse suffisamment et on est quasi certain de prendre la valeur juste parce que le vin, on a attendu suffisamment pour que le vin ait le vrai goût enfin le goût qu'il est censé avoir à son apogée, quoi. C'est un petit peu ça, oui. Alors tu peux avoir de la prise de valeur avant. Ça arrive pour certains vins qui ont ce caractère spéculatif que j'ai mentionné tout à l'heure, tu vois, où je dirais il y a une tension par rapport au stock disponible et qui fait que je vais peut-être te donner un angle différent, un angle additionnel dans une seconde là. Tu vois que ça va faciliter l'explication. Donc effectivement, il peut y avoir une tension avant. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche de l'apogée, eh bien, je dirais t'as à la fois l'attractivité encore plus grande pour ces vins-là parce que ça y est, ça commence à être le moment de les boire, tu vois. Donc les amateurs typiquement le vin. Je vais te donner un exemple concret pendant la période de Covid, tu sais, confinement. Beaucoup de gens avaient du temps du temps chez eux et des amateurs sont descendus dans leur cave, tu vois, et tu sais, tu cherches dans tes bouteilles et puis tu te retrouves un vieux millésime de telle propriété, tu l'ouvres, tu prends un super plaisir à le boire. Derrière, du coup, tu tapes un peu dans ton propre stock et tu as envie d'en racheter parce que c'est des instants magiques, quoi. Donc, ça crée de la tension. Et par exemple, à la sortie de la période de confinement, il y a eu une très forte demande sur des anciens millésimes, tu vois. Parce que les gens sont revenus dans les restaurants et ont ouvert des bouteilles comme ça, un peu de millésimes décalés, ou avaient ouvert des bouteilles chez eux, ou avaient été chercher chez des cavistes des bouteilles un peu comme ça exceptionnelles pour se faire plaisir. Et ce sont des grands vins, donc une fois que tu as goûté, tu as envie d'y revenir, quoi. Et donc ça c'est un aspect, je dirais. Donc plus tu t'approches de l'apogée, ou tu commences à t'en approcher, plus je dirais les vins, il y a un volume d'échange important parce que il y a une demande forte comme ça pour la consommation. Et en plus tu as l'effet mécanique d'un stock disponible qui s'amoindrit au fur et à mesure du temps. Donc la rareté est encore plus là et donc ça prend encore plus de valeur. Mais après je voulais te donner un exemple sur le fait que ça puisse prendre de la valeur même en amont de la dégustation, de l'ouverture des bouteilles. Ça, c'est un paramètre qui est tout simple à comprendre, c'est que le vin, il y a un aspect culturel fort et dans beaucoup de pays, y compris du Nouveau Monde, c'est un marqueur culturel, un marqueur, tu sais, alors c'est le côté un peu plus bling bling, mais de réussite, tu vois. Donc dans de nombreux pays, tu as eu toute cette logique d'accession par
par des personnes qui n'avaient pas forcément la culture vin initialement, mais qui sont venues parce que voilà, il y a un côté culturel fort, une attractivité, comme d'autres segments, je dirais, du luxe, hein, et qui sont et avec une demande forte. Donc je dirais la demande, la demande de manière générale a fortement augmenté et continue à augmenter année après année. Tu vois, il y a de plus en plus de gens en fait qui s'intéressent à cet univers-là et qui vont chercher ces grandes bouteilles. Et en même temps, l'offre, elle reste restreinte parce que tu crées pas un T'as grand une vin. quantité limitée, en fait, c'est ça? T'as une quantité limitée sur le nombre de bouteilles produites. Exactement, tu vois, exactement, tu as une quantité limitée, parce que les grandes propriétés, il y a quelques domaines qui sortent du lot, tu vois, qui arrivent dans ces segments-là, mais on parle vraiment de très très peu de propriétés, et en fait ceux qui sont là depuis plus de temps, en fait, ont des volumes forcément limités, tu peux pas étendre la production. Et singulièrement, pour prendre l'exemple de la Bourgogne, par exemple, sur les dernières années, tu as eu des grands millésimes et assez peu de volume. Donc tu as une offre qui est restreinte, voire qui se contraint, qui se contracte, je veux dire. Et puis de l'autre côté, tu as une demande qui est en constante expansion, tu vois, avec avant les grands amateurs, les grands connaisseurs, les collectionneurs, on les retrouvait essentiellement en Europe. Puis après aux États-Unis, aujourd'hui, tu en retrouves dans le monde entier. Même dans la Chine, dans des régions chinoises très à l'intérieur, tu vois, pas seulement sur les grandes villes. T'as des grands amateurs, des gens qui ont fait, qui ont les moyens et qui ont touché du doigt cet univers et qui sont devenus des vrais amateurs. Donc tu en as partout en fait, en Asie du Sud-Est, en Afrique, tu en as vraiment partout. Ouais, ça s'est diffusé vraiment partout. Ouais. Exactement. Donc ça crée de la tension, tu vois. Il y a un déséquilibre offre-demande. Et du coup, ça fait que tu as des vins avant même qu'ils sont très très loin de l'apogée, ils sont vraiment au tout début de leur vie. Il y a des échanges qui peuvent être plus importants et qui font souvent monter les prix. Tu vois, donc c'est cette logique. Moi, je t'avoue que c'est un petit peu ça que j'ai un peu du mal à comprendre et que j'aimerais que, je sais pas, peut-être parce que je suis débutant sur le sujet, que je sais pas, mais c'est vraiment, je te parle pas je te parle vraiment du côté pur investissement financier. À partir du moment où on sait qu'un vin a un apogée dans 8-10 ans, pourquoi c'est pas déjà pricé au moment de l'achat? Enfin, je te fais le parallèle avec, par exemple, une action en bourse. Quand on sait que il y a une annonce, je sais pas moi, d'une entreprise qui dit qu'elle a le chiffre d'affaires en baisse ou qu'elle a ses bénéfices en baisse, c'est tout de suite pricé, tu vois, dans la mesure où voilà, il y aura des gens qui vont vendre, et puis en général, ce qu'on appelle l'efficience des marchés, je pense que tu dois connaître. Et ce qui fait que même si à l'heure, au moment où ils en parlent, il n'y a pas les résultats concrets qui ont baissé, mais c'est déjà anticipé. Pourquoi? Du coup, pour eux, ce ne serait pas la même chose avec le vin si on est sûr, si on sait d'expérience que dans 8-10 ans, le vin, à tel apogée, il vaudra tant. Pourquoi c'est pas le prix d'achat, pourquoi c'est pas déjà pricé au moment de la mise en vente des bouteilles? Et pourquoi ça monterait, en fait, juste au moment où il y a l'apogée qui arrive, tu vois? Alors, tu as tout à fait raison. Il y a ce phénomène peut arriver de manière partielle. Tu vois, alors, même si le vin il a vraiment une vie, tu vois, donc je dirais au moment du prix, tu peux avoir des propriétés qui au moment du prix de sortie, singulièrement en primeur par exemple, tu vois, à Bordeaux, ou du prix de sortie en livrable, donc le vin déjà dans la bouteille sur d'autres régions du monde ou de France évidemment, tu peux avoir des propriétés qui vont anticiper, je dirais essayer d'anticiper la prise de valeur future. En regardant la dynamique des marchés, à quel prix se vendent les millésimes antérieurs, tu vois, à quel point ils ont pris de la valeur, etc. Donc il y a certaines propriétés qui peuvent avoir je dirais la tendance d'anticiper et de fait je te dirais ils le font, c'est-à-dire que les prix globalement, si tu regardes l'évolution des prix des grands vins, année après année, ça progresse. Alors, il y a modulo la qualité des millésimes, parce que la qualité des millésimes fait que certains millésimes vont être un prix inférieur parce que le marché est moins là, il y a moins de demande, etc. Et le vin, ce millésime-là, pour cette propriété-là, je dirais, justifie moins un prix élevé, tu vois. Mais globalement, tu as une anticipation et les prix montent progressivement. Mais comme tu as cette contraction, tu as cette demande qui continue d'augmenter, je Que l'offre dirais, reste la même.
la marge de progression reste très importante, tu vois, et continue à être très importante. Il y a eu un moment donné, tu vois, sur les 20 dernières années, il y a eu un moment où tu as eu, je dirais, une surévaluation des prix. C'est arrivé sur un millésime, notamment à Bordeaux, tu vois, où il y avait une demande qui était tellement forte que il y a une sorte de spéculation un peu qui s'est accélérée, notamment avec l'arrivée des acteurs chinois, etc. Et certains vins ont été surévalués. Tu vois, donc pendant un certain temps, il y a eu une contraction des prix et je dirais, on parle de quelques propriétés et c'était juste à un moment donné, tu vois, sur 20 ans, sur une année. Et du coup, ces prix étaient un peu surévalués par rapport au marché et par rapport à la valeur intrinsèque des vins, c'était clair. Et il a fallu attendre quelques années pour que le prix d'échange, la valeur d'échange retrouve la valeur de marché à la sortie, tu vois. Donc il y avait une sorte de suranticipation qui a été corrigée naturellement par le marché. Mais ça arrivait une fois, tu vois. Ça arrivait une fois en 20 ans et je dirais les prises de valeur sur l'historique est plutôt solide, tu vois, sur toutes les autres années. Donc, mais effectivement, il y a cette vigilance là et ça c'est notre rôle à nous, tu vois, comme professionnels, de regarder ça et de conseiller nos clients, etc., pour leur indiquer, dire attention, cette année, cette propriété, elle a un peu pousser un peu sur les prix. Nous, on n'est pas d'accord. On pense que c'est pas le bon prix, donc on fait l'impasse. Tu vois, Ouais, okay. Vous faites un peu le filtre justement de ce que vous proposez, quoi. Bien sûr, on fait extrêmement attention, quoi. Après, il y a une partie subjective à tout ça parce que dès qu'on parle d'anticipation, il y a une part subjective, mais voilà. Et à contrario, t'as même des propriétés, tu vois, qui vont avoir des approches qui peuvent être contre-intuitives par rapport à ce que tu disais, tu vois. T'as des propriétés qui vont se dire, ok, je vais positionner mon prix de sortie, même si les millésimes d'avant se vendent beaucoup plus cher, je vais garder mon prix de sortie à un prix raisonnable, voire en dessous de l'attente du marché, tu vois, des professionnels, parce que je pense que il faut que je donne de la valeur, que je transmette de la valeur au marché. Et puis du coup, pour ces propriétés-là, t'as la demande qui est encore plus forte. Tout le monde en veut, tout le monde se les arrache, ces bouteilles-là, ces caisses, si tu veux. Et derrière, les prix montent encore plus vite. Donc il y a un effet mécanique et les propriétés, si elle a gardé un peu de vin par ailleurs, elle a son prix qui progresse chaque année parce que il y a un décalage entre le prix de sortie et le prix psychologique, si tu veux, et le prix réel. Je rentre un peu trop dans le détail. Tu vois, exactement. Mais donc tu as des acteurs qui vont y compris avoir des stratégies, je dirais, très en dedans en termes de prix, volontairement, pour dynamiser le marché, tu vois. Donc c'est intéressant. Et justement, en termes de rendement, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je sais pas si tu peux nous donner des chiffres sur un rendement moyen annuel alors j'imagine très bien que ça dépend des millésimes, hein. Je sais pas moi, disons un millésime, du millésime le moins bon. Tu peux me donner des chiffres d'un millésime classique à un très grand millésime, ce qu'on peut espérer comme rendement annuel. Enfin, lycée, parce que j'imagine que comme tu m'as dit, hein, plus on s'approche de l'apogée, plus ça peut potentiellement monter. Mais si c'est lissé sur l'année, qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement? Juste pour qu'on ait des idées de chiffres. Ce que je peux te dire, c'est que si tu prends un peu de recul en fait sur les 20 dernières années, la prise de valeur moyenne, sur les indices solides, tu vois, qu'on peut avoir là, qui sont consolidés, ça varie entre 4 et 8% par annuel, tu vois. Donc c'est quand même des niveaux. Il y a jamais de niveau. Je parle sur un portefeuille. Tu peux avoir un vin tu peux avoir une prise de valeur très très forte. Hein. Il y a quelques vins qui sur une année, il y a certains millésimes qui peuvent prendre 30-40%. Tu vois. Donc mais ça c'est vraiment l'exception sur la courbe. Mais en valeur moyenne, c'est entre les 4 et 8%. Ça c'est les données historiques. Tu vois, nous sur les portefeuilles de nos clients sur les 5 dernières années, les stats qu'on fait, c'est autour de c'est un peu plus de 7%, tu vois, de valeur moyenne. Mais après, par contre, ce qui peut être contre-intuitif, c'est que c'est pas forcément toujours les grands millésimes qui se valorisent le plus, tu sais. Tu peux avoir des dynamiques
assez différentes. En fait, la détermination de la prise de valeur, elle est. Bon, j'ai essayé de le dire de manière assez simple tout à l'heure pour pas trop compliquer le propos, tu vois, mais en fait, juste pour mettre un poil de complexité supplémentaire, si tu veux, t'as le prix d'un millésime, enfin je dirais l'appétence, l'intérêt pour un millésime donné par un prix donné, il est lié sur aussi à l'aspect effectivement de la vendange, du millésime enfin la réputation de ce millésime là, mais les notes de cette propriété là par rapport à ses collègues, si tu veux, sur ce millésime-là. Donc, tu peux avoir des notes relatives qui peuvent être assez différentes. Tu as aussi je dirais, la différence de prix entre ce millésime-là, le millésime d'avant, le millésime d'encore avant, tu vois, les millésimes correspondants en termes de qualité précédents, tu vois. On essaie on regarde un petit peu tout, tu vois. Et souvent, tu as des prix de sortie qui évoluent dans le temps. Et un millésime qui peut paraître comment dire, à un prix trop élevé, peut très bien se débloquer et avoir une accélération de sa prise de valeur parce que ultérieurement, tu as un grand millésime qui va se positionner bien plus haut et finalement, sur ce château-là, sur cette propriété-là, tu as un vin avec une note équivalente, tu vois, d'un millésime antérieur qui était à un prix sensiblement inférieur et d'un seul coup, tout le monde va se projeter, va aller chercher cette pépite-là, tu vois. Donc, c'est vraiment multifactoriel mais in fine, c'est que du bon sens, tu vois. C'est la qualité du millésime, ses notes, la notoriété de la propriété, et le prix de ce vin-là par rapport au vin de la même appellation, de qualité équivalente, tu vois, et par rapport au millésime antérieur sur cette même propriété, tu vois. Donc, t'as tous ces paramètres-là qui sont pas je dirais, qui sont pas complexes. C'est juste, tu vois, il faut juste prendre le temps de regarder et c'est le rôle des professionnels, tu vois. Par contre, tu vois, tu parlais de rendement, nous on voit souvent, comme c'est un secteur qui est assez attractif, le secteur du vin, tu vois, comme placement alternatif, tu as beaucoup de gens assez peu honnêtes qui viennent sur ce secteur-là, parce que comme tout secteur attractif, tu vois, où il y a beaucoup d'intérêt pour essayer de se positionner, et qui annonce des rendements extraordinaires sur des temps, sur des délais très courts. C'est toujours des escrocs qui font ça parce que ça marche pas, tu vois. Structurellement, c'est un marché où tu construis ton investissement sur de nombreuses années et c'est un placement alternatif. C'est pas. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est souvent un outil de diversification, quoi. C'est pas, j'imagine que voilà, vous allez jamais conseiller de mettre tout le patrimoine de quelqu'un dans le vin, quoi. C'est vraiment pour compléter. Exactement, ce serait complètement idiot. Ouais. Et c'est une vision. Quand t'as un patrimoine déjà important entre immobilier, bourse, enfin, ou pas forcément important, mais que tu veux diversifier, quoi. Exactement. C'est l'avantage de l'investissement dans le vin, tu vois, c'est que on est sur des cycles qui sont assez différents des autres types d'investissements, tu vois. Tu vois, juste pour te donner une idée, sur la dernière année écoulée, là, sur 12 mois, quand on parle des grands vins, on a eu une prise de valeur sur 12 mois assez forte, pendant que la bourse perdait de la valeur, tu vois, y compris là. Ouais, c'est décorrélé, quoi. T'as cet avantage-là aussi, c'est des rendements décorrélés des marchés même immobiliers ou boursiers, quoi. Exactement, c'est le mot juste, c'est totalement décorrélé et sur des cycles différents. Et par contre, toujours sur des cycles assez longs, c'est-à-dire que ça a aucun sens d'aller dans le secteur du vin en espérant faire et les clients, des fois, en 2 ans, quoi. Ouais, qui nous disent, oui, j'aimerais bien faire ci. Non, mais non, faites autre chose, mais c'est pas le vin qui va te rendre riche. Ça a aucun sens. Il faut s'y intéresser, et puis il faut se donner 5, 6, 8, il faut vraiment, c'est un investissement de long terme. Donc voilà. Donc il y a pas de miracle. Où les gens qui annoncent des miracles, c'est plutôt des escrocs. Ouais, c'est ça. C'est qu'en général, il faut se méfier. Ouais. Exactement. Et du coup, juste vu qu'on parle un petit peu on a parlé de ce qu'on peut gagner, mais j'aime bien aussi faire le rapprochement entre ce qu'on peut perdre aussi. Si tu peux nous dire un peu quels sont les risques principaux, parce que qui dit rendement dit risque, hein, généralement, enfin même tout le temps. Et tu peux nous dire un petit peu les risques principaux qu'on peut avoir quand on investit dans le vin et quels sont-ils?
Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la valeur d'un vin, elle est très liée à des aspects de type stockage et traçabilité. C'est-à-dire que un vin qui a été stocké dans des conditions, non, je dirais, non identifiées, tu vois, sans sécurité et je dis et sur et avec une traçabilité moyenne, il a une valeur qui est beaucoup plus basse. En tout cas, typiquement, tu vois, des professionnels ne vont pas aller vers ça. Tu vois, c'est les échanges de professionnels, c'est des vins qui ont été stockés dans des endroits optimum et on sait exactement où ils sont partis de la propriété, ils sont allés dans tel entrepôt avec une température, hygrométrie dirigée, etc. Tout ça est dès qu'on est dans la partie investissement, on est sur c'est des conditions de base, je dirais, et y compris les caisses ne peuvent pas être ouvertes, tu vois, pour des questions de garantie, tu vois, c'est des caisses d'origine, etc. Donc, quand on a ça en tête, après le risque, c'est d'avoir acheté un millésime trop cher, tu vois, d'un vin trop cher ou d'espérer qu'il ait une prise de valeur parce que c'était une propriété qui avait une très belle réputation, etc. Et puis finalement, il y a un engouement, mais la prise de valeur se fait pas de manière aussi forte. On peut imaginer qu'il y a à un moment donné un retournement de marché, si je sais pas si les vins, s'il était démontré par la science que, contrairement à ce qu'on nous dit jusqu'à aujourd'hui, c'est que boire un petit peu de vin, c'est plutôt bon pour la santé. De seul coup, ça serait, je sais pas, ultra nocif. Donc il y a un côté, il y a des paramètres qu'on peut pas maîtriser, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais après, je dirais, le risque effectivement le majeur, c'est C'est d'investir. le mauvais choix, quoi. C'est le mauvais C'est le choix mauvais choix. dans le choix du vin. Ouais. Moi, le conseil que je donne par rapport à ça, il faut diversifier quand on achète du vin. Il faut pas mettre un amateur qui le fait par ses propres moyens et qui achète donc il faut vraiment acheter de manière à des professionnels, de manière voilà, à une traçabilité optimum. Si on peut et si on souhaite les revendre, les faire stocker dans des endroits qui sont identifiés. Et puis c'est entre autres ce qu'on fait nous évidemment, mais il y a d'autres le font. Et après je dirais de diversifier, c'est-à-dire de pas acheter 100% de Ouais, tel qu'un seul millésime, domaine qu'un seul ouais. domaine. Voilà, il faut. Et d'ailleurs nous quand on constitue des caves pour des clients, on force un petit peu la main La diversification. Ouais. pour la diversification parce que il y a des clients par exemple qui sont qui sont qui sont très francophiles, enfin, sur les vins de chez nous, tu vois, et qui ont du mal à sortir un petit peu. Mais aujourd'hui, là, avoir une part de grands vins étrangers, ça fait sens, tu vois. Ou on peut pas mettre que des Bordeaux ou que des Bourgognes. Tu vois, c'est pas forcément. Parce qu'on est trop chauvin, c'est pour ça. Mais à juste titre aussi parce on a des très grands vins chez nous, mais il y en a aussi il y a des très grands vins et tu vois j'ai traîné mes guêtres dans beaucoup d'endroits et il y a quelques très grands vins à l'étranger et qui se valorisent très très bien. Donc voilà, donc c'est bien de diversifier, ça me permet de minimiser le risque, tu vois, toujours. Ouais, toujours. Bah, au final, comme tout placement, hein. Bah, même, ce que je dis toujours, hein, c'est diversifier, c'est la base sur les classes d'actifs, mais même au sein de chaque classe d'actifs, tu rediversifies. Tiens, t'as une sous-couche de diversification à chaque fois Exactement. pour limiter le risque. C'est toujours super important. Ouais. Exactement. Par contre, un point important, tu vois, c'est que si tu veux diversifier dans le vin, on parle de grandes bouteilles, hein, c'est des vins qui sont à l'unité qui sont largement au-dessus de 100 euros, tu vois. T'en as autour de 100 euros, mais pas beaucoup. On parle de très grands vins qui pour certains sont, tu vois, pas mal de centaines d'euros la bouteille. Donc dès que tu veux diversifier et que tu raisonnes à l'échelle d'une caisse, tu vois, il y a forcément un budget minimum. Tu vois, c'est difficile de diversifier avec 100 euros, ça va être compliqué, ouais. ouais, des 500 euros ou 1000 euros, ça va être compliqué. Tu vois, il faut quand même y être un peu, voilà, Mais je me dis, difficile. peut-être à partir de, je sais pas moi, de 2000 euros, par exemple, tu penses qu'on peut déjà avoir une cave un peu diversifiée? C'est un peu juste, tu vois. Mais tu peux commencer à avoir des choses intéressantes, tu vois. Mais après, tu peux très bien avoir une approche de dire, bah écoute, je démarre
c'est une question de commence budget. petit et puis Je commence petit, puis mais chaque année, par contre, je m'efforcerai de pas racheter la même chose pour au fur et à mesure du temps pour diversifier sur le long terme. diversifier, tu vois. C'est-à-dire que à terme, je vais arriver à 10 000 euros, je vais en mettre, tu vois, c'est en fonction de mon budget et je le constituerai petit à petit. Ça, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire toujours, bien sûr. Ok. Mais du coup, alors, comment les choisir ces vins? Parce que imaginons t'es un newbie comme moi. Moi, je suis pas un très grand amateur de vin. Je suis passionné d'investissement, mais le vin, malheureusement, je suis pas un très grand amateur. Mais imaginons que ça m'intéresse, ou même quelqu'un qui est passionné. Hein. Comment il choisit quand même son vin? Parce qu'on peut être un amateur machin, mais on n'est pas forcément un amateur de très grands vins. Comment les choisir? Alors, est-ce que il y a des solutions sur Internet, ou est-ce que par exemple vous, chez Cavissima, vous accompagnez les gens aussi pour les aiguiller sur, en fonction de leur profil, de leur préférence, ou même de leur profil d'investisseur, hein, si on rentre dans ce truc-là. Oui. Est-ce que voilà, comment tu choisis pour être sûr pour minimiser les risques de se tromper? Alors en fait ce qu'on appelle les vins d'investissement, en fait ils ont une double caractéristique, tu vois. Ça c'est pas quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ce sont des vins qui ont un historique de valorisation, donc c'est des vins qui se valorisent. Enfin là, il y a les historiques existent, c'est facile. Je te donnerai un exemple qui sort de chez nous tout à l'heure là. Je peux te donner tout de suite d'ailleurs. Livex par exemple, c'est un outil. C'est un outil LIVEX, tu vois. C'est un outil anglais c'est une plateforme en fait. Qui a une très forte dimension de professionnel à professionnel, mais qui peut être aussi vu comme, je dirais, comme non professionnel. Hein. C'est quoi ça? C'est une plateforme, tu vois, c'est une plateforme qui valorise, c'est une plateforme d'échange de grands vins, tu vois. Donc Comment tu l'appelles? Livex, LIVEX. Tu vois, tu tapes Livex, tu verras, c'est un outil que nous-mêmes professionnels nous utilisons beaucoup, tu vois. Ouais, c'est la bourse du vin en fait. C'est une sorte de bourse du vin, c'est une sorte de second marché. Alors c'est une des émanations du second marché version anglaise, tu vois. Après t'as des plateformes de partout dans l'univers professionnel du vin, t'as des marchés, t'as la place de Bordeaux qui a un marché d'échange très important, t'as la place de Londres, Hong Kong, t'as un peu partout dans le monde sur quelques endroits clés et où t'as des échanges forts et entre places, tu vois. T'en as en Suisse, en Allemagne, enfin. Et donc ça, t'as des acteurs qui pratiquent ces échanges-là. Et l'AVEX est plutôt, je dirais, ça donne un éclairage assez précis de ce qui se passe sur les vins. Par exemple, ils ont des indicateurs comme ils appellent le LiveX Power 100. Qui te donne la liste des 100 vins qui s'échangent le plus et qui ont la plus forte prise de valeur, tu vois. Donc t'as donc ce que je vais te dire, c'est que t'as la notion d'historique de prise de valeur, et le deuxième aspect, c'est l'aspect liquidité. Il faut que ce soit, quand tu fais de l'investissement, il faut que ce soit des vins qui intéressent pas uniquement quelques personnes ultra fans de ce vin-là, mais où qu'il y a un vrai marché derrière. Et ça, c'est l'aspect liquidité. Donc, tu vois, typiquement, comme professionnel, nous, on va toujours orienter nos clients vers des vins qui remplissent les deux cases, tu vois, liquidité et prise de valeur. Et du coup, ça restreint énormément le champ, tu vois. Je t'ai dit qu'il y avait cet indicateur, la LiveX Power 100, par exemple. Donc, c'est 120, sans référence. Mais ça existe le 200, 500, etc. Mais tu vois, nous, on va se concentrer essentiellement sur les 100 à 200 références 150 références qui ont vraiment ces échanges très très forts, quoi, tu vois. Ça, c'est l'aspect important qu'il faut prendre en compte. D'accord. Du coup, je suis sur le site de Livex. C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois des indices en fait comme un ETF alors il y a le Livex Fine Wine 500, j'imagine que c'est les 50 plus grands vins, c'est ça, non? Les 500 plus grands vins, tu vois, et en fait du coup le Livex, c'est ça qui est intéressant pour quelqu'un qui est pas du secteur, qui est pas un pro, tu vois, c'est que t'as pas mal de graphiques qui te sont proposés, y compris sur tu vois, ils font des corrélations entre les notes de sortie des vins et le prix de marché. Tu vois, ils vont mettre pas mal d'outils à disposition.
et ça te permet d'avoir un regard. Il y a des outils aussi en France, hein. Il y a Wine Decider en France, tu vois, qui produit pas beaucoup de choses très pertinentes, qui permettent de voir la valorisation des vins dans le temps. Donc c'est un outil, par exemple, que nous on utilise beaucoup sur notre site. Et on le met à disposition de nos clients, tu vois. Donc ça leur permet d'accéder en temps réel à des courbes, à la valorisation de tel ou tel vin, donc de se faire une idée. En fait, l'intérêt, tu vois, d'acteurs comme nous, c'est de transmettre du savoir aux clients, tu vois, de leur donner des clés. Et c'est tellement passionnant en fait qu'une fois qu'ils sont rentrés dedans, tu vois, après t'en as qui sont qui partent de plus ou moins loin. T'en as qui sont super avancés, qui maîtrisent le sujet, tu vois. Donc c'est juste, c'est génial d'échanger avec eux. T'en as d'autres qui sont en train d'apprendre et qui s'intéressent, donc qui vont prendre des infos, qui questionnent. Et donc c'est l'intérêt des échanges avec les clients, tu vois. Donc d'essayer de leur proposer des choses pour ceux qui viennent vers nous, tu vois, de leur proposer des choses qui correspondent à leurs souhaits, à ce qu'ils sont capables ce qu'ils ont envie d'investir, etc., quoi. Donc avec la prudence que j'ai mentionnée tout à l'heure, tu vois. D'accord, ouais, mais je trouve ça assez fou. Enfin, je suis en train je dis sur les graphiques, les performances, elles sont quand même assez dingues, quoi. Sur les 2 dernières années, ça monte en quasi exponentiel, quoi. C'est impressionnant. Tu vois, mais pendant que la bourse, le marché action, le CAC 40 baissait presque 10% en un an là, c'était 18% de croissance sur le top 100, tu vois. C'est vins là, ce que je vois. Donc du coup et ça c'est des valeurs objectives, hein, mais après voilà, forcément comment dire, quand tu rentres là-dedans, il y a une phase d'apprentissage et comme j'ai expliqué, il faut diversifier parce que tu as des vins, tu vois, sur 2021, tu as les 2 catégories qui ont pris le plus de valeur, c'était des millésimes décalés bourguignons et quelques grands champagnes, tu vois. Sur dans le cycle juste avant, t'as quelques super toscans, donc tu sais, quelques grands vins italiens qui ont eu des croissances en valeur juste phénoménales, tu vois. Donc mais en même temps, tu vois, les grands Bordeaux qui ont peut-être en moyenne pris moins de valeur sur les dernières années restent des valeurs sûres, tu vois. Donc c'est important pour nous de les avoir en portefeuille parce que c'est les valeurs de fonds de portefeuille comme sur un portefeuille action, quoi. Exactement. Puis parmi ces grands Bordeaux, t'en as qui ont des prises de valeur très très fortes, tu vois, parce que elles vont avoir des dynamiques particulières selon le profil de marché, tu vois. Par exemple, sur un millésime un peu moins coté, tu vas avoir des marchés qui vont être en forte demande et d'autres qui vont être en demande bien moindre, tu vois. Donc selon je dirais la notoriété de telle propriété qui a plus un prisme, je dirais, asiatique ou un prisme nord-américain, tu vois. Selon la typologie du millésime, ben c'est facile de décoder des choses après, tu vois, de savoir ce qui va se passer, quel sera le niveau de demande. Donc ça fait partie tu vois, dès que tu avances un petit peu, tu peux t'amuser avec beaucoup de paramètres. Et avec le plaisir de la dégustation in fine, quoi qu'il arrive. Ouais. Et juste pour savoir, est-ce que c'est possible, par exemple, est-ce qu'il existe des ETF vin, par exemple, tu vois, si t'as pas envie de t'embêter, ou même si tu veux juste t'exposer au vin et que tu veux pas forcément choisir tes bouteilles, ou est-ce que tu peux, par exemple, acheter tout l'indice, c'est possible ou pas? Est-ce que ça se vend? T'as des acteurs qui sont là-dedans. Je pourrais pas trop t'en parler parce que nous c'était typiquement on a choisi de pas du tout aller là-dedans, tu vois. Mais on pourrait le faire. Mais t'as quelques acteurs qui ont tout ce type d'approche. Parce que t'as il peut y avoir une demande. Non, moi je trouve que c'est dommage parce que ça t'enlèves le côté passion et intérêt sur le vin, quoi. C'est ça. Ah oui, moi je trouve que c'est un peu triste, tu vois, mais c'est un peu triste parce que tu peux le faire de manière en identifiant et puis quelque part, tu vois, moi comme investisseur, tu as tes bouteilles, quoi, elles sont là et ouais, c'est concret, quoi. C'est vraiment un truc que tu peux déguster quand tu veux. Voilà, et si un jour tu as décidé et tu vois, typiquement nos clients, beaucoup ont la double approche, tu vois, à la fois de dire, ben j'achète des vins,
Tu vois, parmi nos clients, par exemple, alors c'est peut-être un cas à part, mais on a beaucoup d'expatriés ou de gens qui sont fans de vin, etc. Mais typiquement, tu vois, l'expatrié, je donne cette image parce que je suis loin de chez moi, tu vois, et j'achète des vins, je les stocke, ils vont prendre de la valeur. Puis si j'ai besoin de capitaux, à un moment donné, je les vends, je réalise la valeur. Il y en a certains qui jouent et qui font, puis d'autres qui vont avoir des stratégies de dire, bah tiens, avec ce que je gagne, je me paye ma consommation, tu vois. Et puis d'autres qui vont se dire, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi la limite entre l'investissement et le plaisir, parce que au final, j'imagine que tu as des gens qui font ça uniquement pour valoriser un capital, et d'autres qui soit qui se payent des super bouteilles, ou peut-être juste avec la plus-value de certaines bouteilles, ils se permettent de consommer. Ils font une opération blanche peut-être à la fin, mais en attendant ils ont bu des super grosses bouteilles, quoi. C'est ça? Exactement. T'en as beaucoup qui ont cet esprit-là, tu vois, qui vont avoir une cave de consommation et une cave, je dirais, d'investissement. Et puis même sur la cave d'investissement, qui se disent, bah tiens, si je change d'avis un jour, si c'est la fin du monde, j'ai mes grandes bouteilles et je les boirai jusqu'à la dernière, tu vois. Mais je plaisante un peu, mais tu vois, il y a ce côté, il y a cette, c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire c'est un actif qui permet l'investissement, qui a un historique de valorisation qui est significatif, tu vois, qui est fort. Et en même temps sur lequel tu peux t'intéresser, et c'est facile en fait de comprendre les codes. Il y a rien de complexe en fait, hein. C'est juste, voilà, il y a quelques paramètres, mais c'est accessible à tout le monde, même en n'étant pas un grand amateur, tu vois. Et puis à la fin, t'as toujours ce côté plaisir et investissement, quoi. Enfin, t'as les deux qui sont ensemble. Ouais, ok. Et comment dire, en termes de stockage, ça se passe comment? Si quelqu'un, parce que j'imagine que pas tout le monde a une cave à vin chez soi, alors si la personne a une cave à vin, j'imagine tu peux les faire envoyer, les stocker chez toi, mais tu peux aussi, j'imagine, les stocker peut-être chez vous, dans d'autres caves annexes, hein, c'est ça? Alors, nous ce qu'on fait, alors là c'est plus notre cuisine interne, tu vois, mais on a effectivement, on propose toujours aux clients de stocker le vin pour eux. Après, certains veulent se faire livrer. Après, ça, c'est leur choix. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, quand on est dans une logique d'investissement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est important dans un lieu de stockage optimisé, tu adéquat, vois, et identifié. Tu vois, nous, quand on revend des vins alors, je parle dans la partie vraiment de professionnel à professionnel, quand on revend des vins pour des clients, tu vois, des clients qui nous demandent de revendre leurs vins sur le second marché, etc. On peut le faire uniquement si les vins sont stockés dans des conditions maîtrisées, quoi, chez nous, tu vois, et les acheteurs, c'est-à-dire professionnels, nous connaissent, savent où sont stockés nos vins, sous quelles conditions, tu vois, et ça fait partie de l'identité, de la carte d'identité des vins, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais, puis même, j'imagine que ça a un impact sur la valeur. Si tu dis, bon, moi, ce vin, qui était un grand millésime, je l'ai stocké chez moi. Si tu veux le revendre, c'est pas certain qu'il ait la valeur que t'espérais s'il avait été stocké dans des endroits reconnus, on va dire. C'est ça? Exactement. En tout cas, tu pourras le revendre que je dirais d'amateur à amateur, tu vois. Tu pourras pas le vendre à un professionnel. Parce que un vrai professionnel, il prendra pas le risque. Nous, on prendrait pas le risque d'offrir à nos clients, de proposer à nos clients des vins dont on n'a pas de certitude en termes de traçabilité, tu vois. On peut pas prendre le risque d'avoir des vins qui arrivent de nulle part, qui soient pas des qui soient des fakes, tu vois, et ou qui aient été stockés dans des mauvaises conditions et où il y a un caractère déceptif derrière, quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc et du coup les professionnels réagissent tous pareil, tu vois. Donc il y a de plus en plus d'outils, y compris masqués là dans les bouteilles pour gérer la traçabilité, tu vois, pour la suivre, la piloter, et donc ça c'est vraiment une dimension. En tout cas, quand on veut faire de l'investissement, après quand c'est de l'achat plaisir, c'est différent. Et si on pense qu'on a un bon stockage chez soi, c'est soi, il y a pas de souci, quoi. Tu vois, quand c'est pour ouvrir soi-même les bouteilles. Si c'est pour les revendre, par contre, c'est plus compliqué. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ça peut être la partie consommation, on la fait chez soi, et la partie investissement, on la laisse stocker. Ça peut être une stratégie pas trop mal. Oui. Quoi.
Oui, si tant est que tu aies des bonnes conditions de stockage. Des bonnes conditions de stockage, ouais. Franchement, si avec l'été qui vient d'arriver là, si les vins ils étaient à 30 degrés, c'est pas bon quoi. Ah ouais, là c'est clair. Non mais c'est pour ça je pense qu'il faut une cave quoi, qui avec une température précise. Ah, exactement. Okay. Ça c'est un aspect important. Et c'est quoi la liquidité du vin? C'est-à-dire que si par exemple, si je sais pas, moi je les achète chez vous, je les stocke chez vous, mais bon demain moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de les vendre, il faut compter combien de temps, comment ça se passe? Alors quand on est dans les catégories des vins que je t'ai mentionné tout à l'heure, les vins qui rentrent dans ce power 100 là, ou dans ces vins les plus échangés, la liquidité elle est quasi immédiate, c'est-à-dire que t'as des cours en permanence qui disponibles, tu vois, et il y a toujours un acheteur, tu vois, des vins s'échangent en permanence, tu vois, comme n'importe quel autre actif, quoi. Il y a des seconds marchés, donc ça, de professionnel à professionnel, t'as des échanges permanents. Donc ça peut être liquide du jour même. C'est par exemple, moi, je t'envoie entre guillemets une demande. J'ai besoin que tu me vendes ce vin. Par exemple, le lendemain, je peux avoir l'argent sur mon compte. Oh, non, c'est rapide à ce point-là, tu vois. Là, quand on le gère nous pour des je te parle de chez nous là. Sur notre façon de fonctionner, en fait, t'as une fonction à deux niveaux. Le côté très pro, tu sais, avec des vins stockés au port Foindre Genève, etc., ou les hors douane, donc là qui sont destinés plus à être vendus à des professionnels, pas que, mais je dirais en priorité à revendre à des professionnels. Là, c'est quasi instantané, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le sait, où le client se manifeste en disant j'aimerais vendre telle ligne, ou au singulier ou au pluriel, on va tout de suite regarder le niveau des échanges, avoir une communication avec la personne, et puis après ça se définit très vite. En fait, tu vois, c'est un coup de téléphone, ça peut être dans la journée, dans les 2-3 jours qui suivent, tu vois, c'est très rapide. Après, tu as une autre façon où certains clients chez nous, on a une plateforme avec une place de marché où les clients se vendent entre eux, tu vois. Donc là, ça dépend c'est eux qui vont déterminer le prix et ça va être acheté par d'autres, tu vois. Donc le vin physiquement, il est au même endroit, il est toujours dans nos chais, tu vois. Mais il peut changer de propriétaire et là, ça dépend du prix qui est. Donc nous, on donne des indicateurs, des indications de prix aux clients, mais après ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc s'il y en a un qui veut le vendre beaucoup plus cher que le prix de marché d'échange, ça va prendre plus de temps. Ouais, c'est ça. Tu vois, si tu le vends au prix du marché, quel délai en moyenne on peut espérer? Alors si c'est au bon prix, ça va assez vite, tu vois, ça va assez vite. Quand on parle de vin des très très grandes bouteilles, ça va vite. C'est dans la semaine ça se vend, tu vois. Ouais, quand c'est au bon prix. Ça va très vite. Par contre, c'est pas instantané comme ça peut l'être si oui, pour la bourse, ouais. tu places un ordre pour vendre tes actions, c'est pas instantané quoi. Mais ça va vite, ça va très vite. Ok, bah écoute, très bien Daniel, moi je pense que c'est très clair. Oui, c'était clair, j'essaie de pas ouais, non, c'est hyper clair, et puis t'as bien fait le tour. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot sur Cavissima, ce que vous proposez, enfin le concept un petit peu de Cavissima et ce que vous proposez, et puis même ce que éventuellement les auditeurs peuvent avoir grâce à ton intervention sur le podcast? Je peux le dire moi après même si tu veux, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Cavissima? Oui, Cavissima, c'est un site internet qui a plusieurs dimensions en fait. T'as je dirais le côté classique d'un site qui vend en ligne avec un portefeuille de vin assez large et très qualitatif. Donc ça c'est notre, je dirais, c'est la face visible de la partie émergée de l'iceberg là. Donc c'est ce côté on n'est pas un des sites on va pas se battre sur les entrées de gamme, etc. avec des sites qui produisent, qui vendent des très gros volumes. Non, c'est pas notre job à nous. On est vraiment sur des vins très qualitatifs. Donc il y a des vins assez abordables, mais on est vraiment sur un choix, une sélection
orienté amateur en fait. Hein. Donc ça c'est le profil, je dirais, du site Cavissima. Après sur ce site Cavissima, je dirais t'as des gens qui vont aller. Donc effectivement, tu peux acheter des vins et te les faire livrer. D'autres vont décider d'acheter des vins et de les garder en stock dans nos chais et se les faire livrer plus tard quand ils sont, par exemple, ils habitent dans une grande ville, tu sais, ils n'ont pas forcément les conditions de stockage, donc c'est pour se faire livrer au fur et à mesure de leur consommation. Et puis d'autres vont, dans leurs achats, aller sélectionner des très grands vins, et avec cette logique de soit de les garder, soit de les revendre, et de les revendre, tu vois, sur la plateforme, comme je te disais, sur la place de marché interne. Donc ça t'as des gens qui vont faire ça, ils s'amuser à jouer avec les vins qu'ils ont achetés une fois qu'ils ont commencé à prendre de la valeur pour en acheter d'autres, etc. Donc il y a ce côté ludique. Et puis après, il y a une autre dimension de Cavissima qui est vraiment plus focalisée investissement, et avec un stockage qui est là et qui est pas en France, qui est le premier stockage est en France, les droits sont payés. Enfin, je dirais, vous voyez, tu vois, c'est le côté classique avec la TVA, etc. Puis il y a un stockage hors douane qui se fait donc au Port-Franc de Genève pour la partie pur investissement, où là on a des investisseurs qui viennent qui achètent des vins et qui sont plus dans le côté professionnel, tu vois, et qui vont nous demander de les revendre pour eux. Donc de professionnel à professionnel. Donc là on est dans des stockages hors douane, donc dans des conditions aussi également optimum, avec uniquement des caisses entières qui entrent et qui repartent selon en fonction des décisions d'investissement des clients, tu vois. Donc là on a vraiment deux profils différents. Tu as un profil, je dirais, d'amateur consommateur, comme toi et moi, tu vois, qui achète du vin, qui se le fait livrer, qui le consomme, etc. D'amateur consommateur avec une dimension investissement et de la revente sur la place de marché, tu vois, ça c'est je dirais l'amateur plus, l'hybride, ouais, exactement. Et puis après t'as les purs investisseurs qui vont de l'autre côté, où là on est en communication plus directe avec eux, tu vois, et avec des tickets d'entrée plus élevés évidemment, tu vois. Donc voilà. Voilà un petit peu la configuration de Cavissima. Un point important, c'est que Cavissima est agréé AMF, tu vois, les deux dimensions en fait. Et pour information, il y a que 3 structures en France qui sont à date agréées AMF. Donc moi je conseille à tous ceux qui veulent faire de l'investissement pas de manière directe, mais par un tiers, tu vois, d'aller plutôt vers des structures qui soient agréées, parce qu'il y a quand même comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as beaucoup d'acteurs qui naissent une semaine, qui disparaissent. Voilà, exactement. Ouais. Donc il faut faire super gaffe, et surtout méfiance par rapport à tous ceux qui, j'ai dit tout à l'heure, qui vous annoncent des choses incroyables. En général, c'est totalement pipeau. L'enjeu, ça c'est une chose que je peux expliquer. L'enjeu sur les grands vins, c'est que il n'y en a pas beaucoup. C'est très difficile d'accès. Et l'enjeu premier pour des structures comme les nôtres, c'est d'accéder à ces vins-là, tu vois, c'est le côté sourcing, c'est d'aller les chercher, de savoir les chercher au bon prix, etc. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, tu peux pas, sauf avoir des allocations directes dans telle ou telle propriété, ce qui est assez difficile. Il faut vraiment les gens qui se déclarent experts du jour au lendemain, tu vois, ça marche pas trop parce qu'ils ont pas accès au vin, quoi. Ou alors ils ont accès à des prix de troisième main ou à des prix très élevés, quoi. Donc ça marche pas. Donc, de manière générale, hein, sur comme tu disais, les gens qui proposent des rendements importants sur court terme, bon, ça j'ai envie de dire, c'est pas que dans le vin, c'est partout, hein. Dès qu'on a un rendement qui dépasse les 2 chiffres en 6 mois, bon, il faut se méfier, quoi, de manière générale. Ok, écoute, merci beaucoup Daniel. Alors juste pour info, pour les auditeurs, donc on a échangé avec Cavissima, donc qui propose du coup aux auditeurs de Mon Budget Zen une offre jusqu'à fin janvier 2023 pour toutes les personnes qui ouvrent une cave. Alors je vais pas te dire de bêtises, je vais te dire le bon nom de la cave. C'est la cave Sésame, qui est la cave un petit peu la première offre que vous faites. Vous aurez 2% du montant investi en bon d'achat pour une commande de vin en stock sur Cavissima. À l'exception des vins en offre à durée limitée et en proposition d'achat. Alors je répète un peu bêtement ce que ton collègue a écrit, mais voilà, je mettrai évidemment le lien directement dans la description, donc c'est uniquement accessible sur le lien dans la description. Et je tiens à préciser aussi que c'est un partenariat qui n'est pas rémunéré, donc c'est vraiment que bénéf pour vous et pas pour moi.
Et voilà, pour les auditeurs et qui ont apprécié du coup notre échange et qui ont été convaincus un petit peu, qui veulent essayer l'investissement dans le vin. Et puis voilà, comme a dit Daniel, hein, c'est une structure agréée AMF. En plus, sur la partie investissement, vous pouvez être appelé par un CGP. Alors tu me dis si je me trompe, hein, mais je vois qu'il y a possibilité d'être rappelé et d'être accompagné sur l'investissement, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Il y a l'équipe est disponible pour dans la dimension investissement pour accompagner, donner les bons conseils, même si in fine on s'assure toujours que ce soit le choix du client, tu vois, c'est pas, on décide pas pour le client, ça jamais, c'est forbidden. Ouais, oui, normal. Voilà. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup Daniel. Avant de terminer, la petite tradition du podcast veut que tu nous dises un bouquin, que tu nous cites un bouquin que tu nous recommanderais à lire, qui t'a fait un déclic ou qui t'a particulièrement marqué. Ça peut être dans le vin, dans l'investissement, dans les finances ou dans n'importe quoi d'autre. Hors bouquin de fiction. Donc si tu as un bouquin à partager, on est preneur. Écoute, avec plaisir. Plutôt qu'un bouquin, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Taleb, tu sais. Nassim Taleb. Nicolas. Ouais, Nassim Taleb, Nicolas Taleb, j'aime beaucoup, j'aime tous ses livres en fait, hein, mais peut-être un de ceux qui est moins connu. Il a écrit un bouquin sur l'antifragilité. C'est un des bouquins les plus récents. Enfin, il a quelques années. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Il est pas mal. Enfin, moi j'aime bien tout ce qu'il a fait de manière générale. Je trouve qu'il a une approche, cette approche de sceptique là, qui est vraiment intéressante. Et sceptique empiriste et qui est un peu à contre-courant de tout ce qui peut être je dirais développé par les grands experts de la finance, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus il a réussi en démontrant en s'appuyant sur sa propre logique, donc en faisant fortune en investissant en contre-courant. Donc il est plutôt pas mal. Et le concept d'antifragilité, je trouve, est plutôt adapté à ce qui se passe actuellement. Tu vois, de côté, il n'y a pas besoin d'être forcément solide. Alors, tu vois, le côté ultra dur, il faut en fait, il y a un côté un peu malléable et être intelligent d'adaptation et pour prendre les coups en étant dynamique. Tu vois, dans mon parcours, j'ai vécu dans des pays, notamment en Amérique du Sud, qui étaient un peu soumis à des contraintes macroéconomiques très fortes, tu vois, notamment l'Argentine, pleine crise financière. Et en fait, ce côté-là d'adaptation, d'antifragilité va très bien. Et je l'ai vécu, je dirais, en direct. Et tu t'en sors très bien quand tu es dynamique. Je dirais, quand tu continues à investir de manière intelligente, tu vois, en étant plus rapide que les autres, quand les autres se rentrent la tête dans les épaules, tu vois. Donc c'est intéressant, Taleb. Ok, écoute, c'est noté. Daniel, merci beaucoup. Putain, on a fait 1 heure pile, on est trop bon. Merci Thomas. Ouais, merci. Puis voilà, comme j'ai dit, le lien sera dans la description si vous voulez aller voir un petit peu ce que fait Cavissima et si vous voulez profiter de l'offre qu'ils m'ont proposée pour les auditeurs. Et écoute, je te dis encore merci Daniel et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Salut. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.